Je voulais créer une forêt dans le désert, mais je ne pensais pas vivre hors réseau à temps partiel. Je savais qu'il y aurait des défis, et j'en ai eu beaucoup avec les plantes et l'implantation des arbres, mais je n'avais même pas commencé à réaliser à quel point il est difficile de vivre ici. J'ai toujours eu une personnalité aventureuse, surtout après avoir vécu au Yémen jeune. Quand j'avais environ 23 ans, ou maintenant à 43 ans en vivant partiellement dans le désert, c'est une énorme adaptation. J'ai vraiment adapté ma mentalité de voyageur en vivant pendant presque 2 ans dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Je peux supporter beaucoup de choses. J'ai vu la pauvreté extrême, et je ne sais pas ce que ça fait de la vivre parce que j'ai toujours eu le choix de partir, mais au moins je la connais. Et quand je viens ici, je n'ai pas besoin d'une vie luxueuse. Ça ne me dérange pas de dormir sous une tente et de supporter un vent horrible et des conditions vraiment difficiles. Ça me dérange, mais je peux le tolérer. Cependant, avec une famille, je dois avoir plus d'infrastructures. Et à mesure que ce projet a grandi et que le nombre de spectateurs a augmenté, j'ai commencé à aller au-delà de mes intentions initiales. Brandon a rejoint la chaîne en tant qu'employé à temps plein en avril, ce qui signifie que j'ai dû m'adapter sérieusement. Heureusement, j'avais déjà installé un peu d'infrastructure avant son arrivée dans l'équipe. Je savais que, quoi qu'il arrive, pour faire venir ma femme et mes enfants ici plus d'une fois par an, il me fallait un logement autre qu'une tente. Et c'est ce qui m'a amené à acheter des cabanes de chantier pour foreuses. Quand la plupart des gens pensent à vivre hors réseau, la solution la plus évidente, c'est d'acheter un camping-car, une caravane, quelque chose d'habitable. Je n'aimais vraiment pas cette idée parce que j'ai vu ce que le soleil fait ici aux caravanes. On dirait quelque chose tout droit sorti de Breaking Bad. Le soleil détruit tout ici, et les camping-cars ne résistent tout simplement pas au soleil du désert. Je voulais quelque chose qui, si j'y mets mon argent, soit durable et presque permanent. Et quand je regardais une vente aux enchères en octobre 2023, j'ai vu le meilleur scénario possible pour moi. J'ai obtenu ces bâtiments blancs derrière moi. Ce sont des baraquements de forage et ils proviennent des champs pétrolifères où ils servaient de buanderie. Ils avaient des dégâts d'eau. Ils étaient dans des états variés. L'un d'eux, cette pièce là-bas que je vais vous montrer dans un instant et que nous sommes en train de rénover, était en très mauvais état. Et celui dans lequel je dors était en meilleur état. J'ai payé entre 12 et 18 dollars le pied carré pour les bâtiments. Ils sont sur des fondations en acier. Ils sont faits avec des montants en bois de 2 pouces sur 4 et isolés. Pour avoir une structure, c'est en fait moins cher qu'un abri de jardin et c'est mieux et plus solide. Il faut s'y investir. Au départ, je voulais construire une cabane en sac de sable pour les murs. Je me suis dit que si je dépense, autant créer quelque chose de durable et résistant au climat. Et sur YouTube, on voit des choses avec de l'air crête, des cabanes en sac de sable et des Earthships. Ce sont vraiment des idées géniales. C'est incroyable. Mais il y a une raison pour laquelle ces techniques ne sont pas répandues, et c'est parce qu'elles demandent énormément de travail manuel. La plupart sont présentées ou construites comme étant bon marché, ce qui est vrai pour les matériaux. Elles ne sont pas bon marché en ce qui concerne la main-d'œuvre nécessaire. Dès que j'ai passé quelques jours à travailler sur une cabane en sac de sable, j'ai compris que ce n'était pas la méthode qui allait me convenir, ni à mon emploi du temps. Quand j'ai compris que la cabane en sac de sable ne pouvait pas être construite par étapes, je crois que c'est du polypropylène, il est exposé aux UV et il se dégrade très rapidement. On ne peut pas commencer puis arrêter ce projet. Quelque chose comme une maison en adobe, qui a fait ses preuves et qui remonte jusqu'aux Amérindiens, qui vivaient dans cette région. Il y a des maisons en adobe partout dans l'ouest du Texas, mais le manque d'eau et l'absence de paille n'en faisaient pas une bonne option pour moi au début. Quand j'ai commencé à venir ici, je n'avais aucune expérience de la vie hors réseau. Et j'apportais mon eau dans des bidons d'1 gallon que j'achetais chez Walmart, mais j'ai vite appris qu'ils n'étaient pas très résistants. Je pleurais à chaque fois que j'en renversais un, car ils ne coûtent pas cher, mais on ne peut pas en transporter beaucoup ni les empiler. Ce n'est pas une bonne solution. Et avec le temps, je suis devenu, je ne sais pas si on peut dire plus intelligent, mais en tout cas moins bête, et j'ai commencé à apporter des conteneurs de qualité militaire pouvant contenir 5 gallons à la fois. Et puis j'ai découvert le point d'eau dans la ville la plus proche, qui se trouve à 61 km. Je n'avais tout simplement aucune relation.
J'ai acheté ce terrain ici et je n'avais aucun lien avec l'ouest du Texas, ni famille, ni amis avant de commencer ce projet. Il m'a fallu un certain temps pour réaliser qu'on pouvait simplement ouvrir un abonnement au service des eaux et transporter l'eau, au lieu de la ramener depuis Fort Worth. Ça a été un changement assez radical parce que quand j'ai acheté la propriété, il y avait la citerne qui était ici et qui est maintenant là-bas, où je pouvais amener 250 gallons à la fois. Ça enlève beaucoup de pression. Ça te donne assez d'eau pour te doucher, nettoyer et faire la vaisselle sans t'inquiéter de n'avoir que 5 gallons. Ai-je vraiment envie d'utiliser un gallon d'eau pour la vaisselle ? Pas vraiment. Avec le temps, à mesure que je me suis installé, j'ai rencontré plus de voisins et une personne clé que j'ai rencontrée a été Bill. Il possède environ 3000 acres au sud de chez moi. Il a de nombreux puits d'eau sur sa propriété et le meilleur se trouve près de l'ancienne école qui est aussi sur son terrain. Et il est heureux que je l'utilise parce qu'il aime mon projet, construire la forêt du désert, mais il en tire aussi un avantage car ce puits est utilisé. La première fois que j'ai tiré de l'eau de ce puits, qui n'avait pas été utilisé depuis 20 ans, c'était infect. Prendre une bonne inspiration. C'est vraiment très âcre. Je sens mes narines se dilater quand j'en respire l'odeur. Ça brûle. Oui, on devrait faire analyser cette eau. Ça sentait mauvais. Bill m'avait dit à quel point cette eau était propre et délicieuse, et il m'a fallu un certain temps pour m'y faire, mais après avoir fait analyser l'eau et après avoir puisé à ce puits 3 ou 4 fois, la qualité de l'eau s'est nettement améliorée, et c'est vrai. C'est une excellente eau. Elle contient beaucoup de fluor et de fer. À part ça, elle est vraiment propre directement à la sortie du puits. D'après ce que j'ai vu, les gens qui réussissent à vivre hors réseau ici sont très rares à simplement déménager. Ce qu'ils font, c'est qu'ils adoptent soit une stratégie par étape, soit une stratégie Lego. Et la stratégie Lego, c'est un peu celle que je suis, où je me suis débrouillé avec ce que j'avais, puis j'ai amélioré petit à petit. Et puis après avoir amélioré, j'ai encore amélioré et encore un peu plus. L'un de mes voisins est chauffeur routier. Il possède une petite entreprise de transport, ce qui lui assure un emploi stable, mais cela l'amène aussi régulièrement dans cette région. Il vivait sur la côte Est, puis il acceptait des missions qui le faisaient traverser tous les États-Unis, et il prenait volontairement des trajets qui le faisaient passer par Sierra Blanca. Donc il venait ici assez régulièrement, ce qui lui permettait de passer du temps ici et de mieux connaître l'endroit. Et lui et sa femme se sont engagés de plus en plus, en construisant des bâtiments, en ajoutant une maison mobile, en ajoutant un bâtiment en métal. C'est une façon beaucoup plus facile de s'installer dans un mode de vie hors réseau, au lieu de se lancer d'un coup et de tout quitter pour s'y consacrer. Il y a des gens ici qui l'ont fait, mais ils sont vraiment rares. La plupart des gens sont soit à temps partiel, soit ils s'y mettent progressivement pour vraiment bien comprendre dans quoi ils s'engagent. La meilleure histoire que j'ai entendue vient de Barefoot Joe. Red Light Draw n'a que des routes en terre, aucune route goudronnée dans la vallée. Un taxi s'arrête chez moi. Un jeune homme d'une vingtaine d'années et sa femme enceinte en fauteuil roulant cherchent leur terrain acheté ici. Mon beau-frère demande comment ils auront de l'eau. Ils répondent qu'ils pouvaient avoir de l'eau en ville, mais ils demandent comment ils feront pour s'y rendre. Tu vas appeler un taxi depuis El Paso à chaque fois que tu veux aller en ville chercher de l'eau? Le mieux que tu puisses faire, c'est de faire demi-tour, de repartir, de prendre un bus et de retourner d'où tu viens. Aucune planification, aucune préparation, rien du tout. Heureusement, ils ont pu remonter dans le même taxi, baisser la tête et retourner à El Paso. Pour moi, ce projet a surtout consisté à développer les compétences les plus aléatoires qui, en fait, ne sont pas du tout aléatoires. Ce sont simplement des compétences super cool de mecs qui m'ont toujours intéressé. Je n'avais juste jamais eu de raison de les apprendre. Il y a quelques jours, j'ai appris à souder à l'arc. Maintenant, je suis un très mauvais soudeur à l'arc et je ne souderai rien de structurel, mais je peux fabriquer des cadres et assembler quelques morceaux de métal, ou peut-être fabriquer des étagères. Et la raison pour laquelle j'ai besoin de souder à l'arc, c'est le bulldozer. J'ai énormément amélioré cette route. Et la raison, c'est un bulldozer. Acheter, entretenir et utiliser un bulldozer n'est pas une compétence que j'avais en tant que développeur logiciel. Je n'ai jamais eu un travail qui avait quoi que ce soit à voir avec les métiers manuels ou le travail ouvrier. Et passer de mon travail de bureau à devoir comprendre comment entretenir un bulldozer alors que le mécanicien le plus proche est à El Paso, à 1h30 ou 2 heures d'ici. C'est un gros risque et un grand défi. Quand j'ai commencé à venir ici, c'était avec ma Toyota Tacoma, et elle a supporté des terrains vraiment, vraiment difficiles. C'est elle qui m'a amené ici.
Elle a été super fiable et le terrain lui a posé des défis vraiment intenses. Quand j'ai eu le bulldozer, j'ai pu faire des améliorations assez importantes au point qu'on n'a plus à s'inquiéter de devoir passer en gamme courte tant que tout est sec. Ou oui, la route est scaoteuse, mais vous arriveriez quand même ici. Et avec le temps, à mesure que mon projet s'est un peu plus établi, j'ai commencé à faire des choses comme amener des remorques. Les remorques sont moins robustes que la Tacoma. Et quand vous crevez des pneus et pliez des essieux parce que des rochers aussi gros sont sur le bord de la route, c'est une bonne raison d'utiliser le bulldozer pour les dégager. Ensuite, à cause de mon projet de forêt dans le désert, j'ai acheté un International 43 cents, qui est un très gros camion sans aucune suspension confortable. Tout est conçu pour le remorquage. Et rouler sur ces routes maintenant, ce qui va très bien dans une Suburban, et ça va dans une Tacoma, mais quand vous êtes pas dans un gros camion comme ça, c'est horrible. Et avoir un bulldozer est essentiel si vous n'avez pas une route entretenue par le comté jusqu'à votre propriété. Tout ne fait que s'accumuler et prendre de l'ampleur. J'ai de l'infrastructure. Un très bon exemple de cela, c'est cette locale électrique juste à côté de moi. Elle est faite à partir de conteneurs IBC, ce qui est essentiel ici. Je n'avais aucune idée de ce qu'était une cuve IBC avant ce projet. Maintenant, j'y pense et à toutes les différentes façons dont je peux les utiliser. C'est ma cabine de douche. Elle fonctionne vraiment bien comme douche, mais pour tout type d'espace intérieur, ce n'est pas la solution la plus rapide. Je pense que la seule chose pour laquelle on pourrait utiliser une cuve IBC qui ne soit pas une douche, c'est que si on les soude ensemble, on pourrait en faire une porte. Par exemple, si tu avais juste besoin de quelque chose que tu pourrais poser à plat sur le sol et dormir dedans, qui ne soit pas une tente, tu pourrais littéralement avoir un petit réduit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais apprendre à gérer l'électricité a été un énorme problème. Et ce n'est pas que ce soit compliqué. Tout le monde peut vite apprendre à câbler un système en 12 volts. Ce qui complique vraiment, ce sont les détails subtils sans aide à proximité. J'ai Starlink et je peux chercher des solutions quand j'ai des problèmes, mais je suis seul, je n'ai personne à qui parler et je n'ai pas les compétences pour le construire. Quand j'avais les batteries dans ma chambre, j'ai galéré pendant des mois et des mois. J'avais juste ces problèmes électriques bizarres que je ne pouvais pas expliquer et j'abîmais des batteries, et il s'est avéré que je ne serrais pas assez les boulons. Je les serrais à la main, je donnais un bon coup pour que la connexion soit ferme. Mais serrer à la main n'est vraiment pas suffisant. Daniel aime plaisanter en disant qu'il faut les serrer selon la norme allemande. Don't the Guten tight. Parfois, il est facile de faire des erreurs. J'ai passé 9 heures à tout câbler quand j'ai déplacé les batteries de ma chambre vers un espace dédié. Et à la toute fin, j'ai oublié de serrer un fil qui menait à un fusible. Et quand je suis revenu, il était brûlant. J'ai failli mettre le feu à la salle électrique qui n'avait même pas un mois. Je n'avais jamais eu cette expérience en électricité. C'est facile de faire ces erreurs et il n'y a personne pour te tapoter l'épaule et te dire « Hé mec, ce n'est pas une bonne idée » ou bien « Tu es fatigué. Tu devrais faire une pause parce que tu es sur le point de commettre une erreur catastrophique. » Je suis resté debout toute la journée, je vais chercher une chaise. Une chose à propos du désert, c'est la météo. Que ce soit en juin, notre saison la plus chaude, ou en janvier, juste avant notre mois le plus froid en février. Dès que le soleil se couche, la température chute brusquement toute l'année. Et nous sommes passés d'un temps de station balnéaire, sans vent, 50 degrés, une journée absolument parfaite, à un temps froid qui devient rapidement glacial. L'expansion de l'infrastructure, c'est comme ça qu'on y arrive. Et moi, à mesure que je prends de l'élan avec la forêt du désert et que j'obtiens plus d'équipement, maintenant j'ai besoin d'un endroit pour mettre tout ce matériel. Oui, on peut le garer au soleil et c'est moins cher qu'un bâtiment à court terme, mais comme le soleil abîme les flexibles hydrauliques, comme les rats aiment grimper dans les véhicules, il vaut bien mieux avoir un espace fermé. Je vois venir le jour où j'aurai vraiment besoin d'un grand abri pour voiture. J'ai probablement besoin d'un garage ou de conteneurs maritimes avec un toit qui en relie deux. On verra, mais je n'ai pas fait de grands projets du genre « je vais construire une maison de 200 mètres carrés et c'est ça le plan ». On voit des gens le faire en ligne, mais je pense que quand on se lance dans une vie en autonomie, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas si ça va nous plaire. Si tu es dans la construction, tu connais tes compétences.
Mais si tu es comme moi et que tu n'as aucune expérience dans ce genre de choses, je pense que c'est beaucoup plus intelligent d'y aller doucement et d'acquérir un peu d'expérience, parce que tu peux lire des livres toute la journée, ça ne suffit pas. J'ai lu sur les installations solaires, les cabanes en sac de sable. J'ai vu toutes les vidéos YouTube sur la construction en terre, mais c'est vraiment différent quand tu le fais toi-même. YouTube donne généralement une certaine image et je pense qu'il y a un côté glamour trompeur là-dedans. C'est très gratifiant. J'adore être ici. Le temps aujourd'hui a juste été incroyable. Et si vous ne l'avez pas remarqué dans la vidéo, vous voyez qu'il n'y a absolument aucun bruit de fond. Je peux entendre ce qui se passe à des centaines de mètres. Plus tôt aujourd'hui, Brandon travaillait sur le bâtiment que nous allons transformer en cuisine, et je pouvais entendre la scie oscillante à plus de 500 mètres, fort et clair. Vous n'entendriez pas ça dans une rue de banlieue. J'aime l'idée de construire une maison ici. Peut-être qu'un jour ça correspondra à ma vie, mais je ne sais pas quand cela arrivera. Je suis vraiment intéressé. Au lieu de construire une maison et de faire quelque chose de traditionnel, j'aime l'idée d'un abri creusé. Je me tiens sur du calcaire et il y a une ville vraiment géniale en Australie que j'ai vue sur YouTube qui s'appelle Coober Pedy. Là-bas, ils construisent vers le bas au lieu de vers le haut. Et ils creusent dans le grès qui est, je crois, leur roche locale où les températures sont vraiment agréables toute l'année. Et bien sûr, vous êtes à l'abri de la chaleur torride de l'été. Et je pense que c'est en fait une très bonne solution pour mon endroit en particulier. Je n'ai pas la moindre idée de la faisabilité réelle. C'est certainement chronophage, mais contrairement aux cabanes en sac de sable, vous n'êtes pas obligé de tout terminer rapidement. Vous pouvez le faire sur plusieurs années. Ou comme ils le font à Coober Pedy, vous construisez une pièce et si vous décidez d'agrandir, vous commencez simplement à creuser quand vous en avez envie. La principale chose que j'ai apprise en vivant hors réseau à temps partiel, c'est que je n'ai pas vraiment besoin de grand-chose. J'apprécie les commodités en banlieue, la salle de sport, notre église. Eh bien, ce n'est pas vraiment une commodité, mais il y a des choses à la maison que je ne vais pas trouver ici. L'église et mes parents qui sont malades, j'ai besoin d'être dans cette région pour m'occuper d'eux. Mais j'adore venir ici, j'adore être ici. J'adore travailler extrêmement dur pour apprendre quelque chose qui me passionne. Et personne n'est impressionné quand on apprend à installer des panneaux solaires et à les raccorder à un système de 12 volts avec 7,5 kWh, mais moi, je le suis. Ma confiance grandit. Ce n'est pas quelque chose que tu fais pour les autres. L'électricité était essentielle quand je suis venu ici. Parce que si tu viens ici en juin ou en juillet et que tu veux rester une semaine, la viande doit rester froide. Et si tu n'as pas de bâtiment et que la glacière reste au soleil, peu importe la marque, Yeti ou autre, elle ne restera pas froide. Avoir l'électricité motive beaucoup. J'utilisais mon camion pour alimenter Starlink à chaque besoin d'Internet. J'ai compris qu'il me fallait de l'électricité en continu, car je ne pouvais pas garder ma nourriture fraîche. Un réfrigérateur demandait trop de puissance pour une batterie de voiture. Je sais qu'il y a des gens qui vivent hors réseau sans électricité, et tant mieux pour eux, je n'essaie pas de fuir la civilisation. J'aime ne pas avoir de distraction. Internet est en quelque sorte une distraction, mais j'ai tellement de travail ici que je veux accomplir. Et tu sais quel est le concept le plus libérateur de cette expérience hors réseau ? Si je fais n'importe quoi avec ma maison, je risque des centaines de milliers d'euros. N'importe quel propriétaire est dans la même situation. Ta maison est généralement l'actif le plus précieux que tu possèdes. C'est le cas pour moi. Et je ne vais pas prendre le risque d'ajouter une extension et de devoir respecter la conformité au code. Et tu peux complètement ruiner tes finances en faisant n'importe quoi avec ta maison. Ici, c'est une page blanche. Il n'y a même pas de code du bâtiment dans tout le comté. Si je veux construire quelque chose de complètement ridicule ou quelque chose de très peu conventionnel comme une cabane en sac de sable, personne ne s'en soucie. Je peux faire ce que je veux. Et comme je suis dans cette situation où tout est à faire, c'est un endroit beaucoup plus sûr pour apprendre. Je peux apprendre à câbler des batteries et panneaux solaires, à maintenir une tension VOC basse pour le régulateur de charge, sans craindre que quelqu'un d'autre conçoive le système. Ce n'est pas que je veuille le faire moi-même, c'est le fait de pouvoir le réparer quand un problème surviendra. Si c'est une cabane de chasse utilisée 1 à 2 fois par an, ce n'est pas grave.
faites-la concevoir par quelqu'un d'autre. Mais si vous devez installer ce système vous-même et que vous ne l'avez jamais fait auparavant, vous allez faire une erreur et vous devez être capable de le réparer tout seul. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour résoudre les problèmes et finalement arriver à un point où le système était stable. Ici, si vous voulez être distrait, vous pouvez l'être. Vous pourriez rester allongé toute la journée à regarder YouTube. Mais quand vous êtes ici pour une raison et que vous avez cette page blanche, vous n'êtes pas limité par la peur d'abîmer votre maison ou d'irriter vos voisins. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et je vois les extrêmes. Je suis l'exemple parfait de l'abeille ouvrière qui conduit le bulldozer, travaille. Et l'homme barbu, mon voisin là-bas, il ne fait rien du tout. Il reste juste assis dans sa caravane toute la journée à se détendre. Il ne travaille pas et il est tout à fait satisfait de sa vie. Et si tu veux juste traîner et que tu as un moyen de payer pour ça, tu peux le faire. Et si tu es une abeille ouvrière comme moi, tu peux le faire aussi. Et j'aime le fait que quelqu'un comme moi et quelqu'un comme l'homme barbu puissent être exactement au même endroit avec une façon de vivre complètement différente. J'ai l'impression de construire quelque chose et de travailler vers un objectif, alors que lui, il se détend. Je vais continuer comme ça pendant des années. Je ne vois pas de moment où je n'apprécierais pas d'être ici. J'ai eu des expériences dans le désert tout au long de ma vie. Mon grand-père vivait dans le désert, puis j'ai passé beaucoup de temps au Moyen-Orient et maintenant je suis ici. Je ne me vois pas abandonner ça. Et ce que je préfère, c'est le parcours d'apprentissage. C'est une promesse fondamentale de la chaîne. J'apprends devant la caméra. Je ne me suis pas beaucoup concentré sur l'aspect hors réseau parce que ce n'est pas la raison pour laquelle je suis ici, mais je ne peux ignorer le problème d'infrastructure que pendant un certain temps. C'est simplement quelque chose que je dois aborder et dans lequel je dois investir du temps. Et en fait, la chaîne YouTube a été une contrainte où j'ai promis de créer une forêt dans le désert. Donc je passe 90% de mon temps à faire des choses liées à la forêt du désert et je néglige l'infrastructure de base. La douche derrière moi n'a pas eu de porte depuis 9 mois parce que je n'ai tout simplement pas le temps. Et j'aimerais changer un peu et commencer à me concentrer davantage sur l'histoire de l'infrastructure parce que c'est une partie tellement essentielle du fait d'être ici. Je ne peux la négliger que pendant un certain temps. Et entre conduire le bulldozer sur la route, construire ma douche et peut-être améliorer cette pièce électrique, ajouter des bâtiments pour que mes enfants puissent y dormir, plus de puissance électrique pour qu'ils aient la climatisation. C'est comme s'il y avait beaucoup de choses à faire pour que j'aie la base nécessaire afin de vraiment avancer avec la forêt du désert. Et je vois le jour où j'aurai encore quelques employés. Ils auront besoin d'endroits où dormir à mesure que cette chaîne continue de grandir. Il va devenir de plus en plus important que tout cela prenne de l'ampleur et s'auto-renforce. Le problème d'infrastructure est tout aussi important que le problème des plantes, que les problèmes mécaniques et d'équipement. Tout est lié et on ne peut pas faire autrement que d'être autonome quand on se trouve à l'endroit le plus isolé de l'État du Texas. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez le faire. Activez la cloche de notification pour recevoir chaque épisode. Ils sortent le samedi, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans le prochain épisode.